Soirée politique spéciale sur BFM TV, l'épreuve du pouvoir pour François Hollande. 1 an à l'Elysée, que faut-il retenir de ces 12 mois de quinquennat, de ces 12 premiers mois? On en parle bien sûr avec nos invités, avec ces débats et la question que posait l'Institut CSA. Une exclusivité pour BFM TV, si c'était à refaire ce premier tour, si c'était à refaire avec les mêmes candidats, voilà ce que cela donnerait. François Hollande serait éliminé du second tour de l'élection présidentielle. Nicolas Sarkozy, 34%, Marine Le Pen, 23%. Marine Le Pen, elle est maintenant l'invitée du deuxième débat. Elle est avec Ruth Elkrief et elle est Marine Le Pen, la présidente du Front National, face à Pierre Moscovici. Ruth. Merci Alain, bonsoir Marine Le Pen, bonsoir. Merci de nous avoir rejoints. Pierre Moscovici, merci d'être resté avec nous pour ce débat. Peut-être que d'abord votre réaction Marine Le Pen, puisque Pierre Moscovici a déjà réagi tout à l'heure, mais nous allons y revenir. Si c'était à refaire, vous arrivez avec 23% au lieu de 17,9% dans notre sondage CSA, et vous êtes au deuxième tour avec 33%, battu par Nicolas Sarkozy à 67%. Alors peut-être d'abord une première réaction, surprise? Non, mais si vous voulez, c'est pas ce sondage qui est intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de voir la courbe des sondages. Et la courbe des sondages démontre que le Front National est en train d'acquérir un véritable vote d'adhésion. On commence à être vraiment sur le fond des problèmes. Et je crois que beaucoup de Français sont conscients aujourd'hui que la politique qui a été menée par François Hollande est très semblable à celle menée par Nicolas Sarkozy. Et on a vu d'ailleurs les difficultés lors du précédent débat. On a vu que toutes les grandes questions que se posent les Français n'ont pas fait l'objet du débat. L'Europe, le protectionnisme, l'euro, l'immigration, et pour cause. Parce que c'est vrai que sur ces grands sujets-là, il faut bien dire que la politique qui est menée dans ces grands axes, parce que c'est ça qui est important. C'est aussi le pouvoir d'achat, le chômage, et on l'a abordé dans ce premier débat. C'est lié, bien sûr. C'est lié à l'Union européenne. Et sur ces sujets, il faut bien dire que le gouvernement et l'UMP sont tout de même très proches. Et d'ailleurs, on a vu que l'UMP est venu, comme le gouvernement, en contre des attaques qui ont été formulées contre Mme Merkel, de manière probablement un peu téléguidée d'ailleurs par le Parti socialiste. Pierre Moscovici, Marine Le Pen en tête chez les salariés et chez les ouvriers. Il y a un problème du Parti socialiste, ou en tout cas de François Hollande, aujourd'hui avec les couches populaires? Il n'aura pas échappé à Mme Le Pen qu'un sondage était une photographie. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète devant elle, et que les élections présidentielles sont dans 4 ans, la prochaine consultation électorale dans 1 an. Et donc, je pense qu'il faut prendre cela comme un moment où les Français, c'est vrai, et notamment les Français qui ont voté pour nous, attendent des résultats de notre politique. Nous le savons, nous sommes lucides. Je voyais tout à l'heure Mme Le Pen qui, entrant, disait qu'elle allait affronter un technocrate. Je veux peut-être vous dire, parce qu'on se connaît mal, qui je suis. Je suis d'abord un fils de l'intégration républicaine. Mes 4 grands-parents étaient étrangers. Ils ne parlaient pas français. Mais je vais dire aux fonctionnaires. Et en plus, ils ont été, pendant la guerre, mis à l'écart des atrocités que ce pays a pu connaître et que l'Europe a connues, justement parce que les Français ont su être accueillants et attractifs. Et puis la deuxième chose sur le technocrate, mais il ne vous aura pas échappé non plus que je suis l'élu d'une circonscription très ouvrière, le Pays de Montbéliard, que j'ai battu, une candidate du Front National, que vous connaissez bien, avec un score, je crois, tout à fait respectable. Et donc, ces ouvriers, je les connais. Et je sais ce qu'ils peuvent ressentir aujourd'hui. Et ce que je veux leur dire, c'est que la politique que vous proposez, c'est une politique d'illusion. On va parler d'Europe, j'espère. Une politique qui tourne le dos à l'Europe. Une politique, qui veut refermer la France sur elle-même. On va y aller, parce qu'on va en parler, mais je voudrais d'abord qu'on les écoute, ces couches populaires, justement, par ce reportage. Qu'ils soient exigeants par rapport à nous, je le comprends. Qu'ils s'interrogent, je le comprends. Mais je veux leur dire que la politique que nous menons, c'est la politique de redressement du pays, que c'est en plus une politique de redressement dans la justice. Vous allez avoir 30 minutes pour leur dire, Pierre Moscovici. Mais je parle à Mme Le Pen, si vous le permettez. Et donc, que pour moi, l'Europe est toujours, à condition qu'on la réoriente, une solution, qu'elle n'est pas un problème et qu'on ne peut pas lui tourner le dos. Monsieur Moscovici, je crois que vous n'analysez pas la rupture absolue qui existe entre votre gouvernement et les ouvriers et les salariés. On va écouter Marine Le Pen, vous allez voir avec nous ce sujet. Je peux vous dire, monsieur Moscovici, que vous ne seriez pas réélu aujourd'hui. Alors, écoutez, justement, on va les écouter. Non seulement vous êtes pour le Père Noël, mais en plus vous lisez dans la boule de cristal, mais on en reparlera. Pierre Moscovici, Marine Le Pen, merci beaucoup de regarder avec moi ce sujet. Nos reporters Jérémy Trottin et Yoann Parisé sont allés à Gonfreville-Lorcher, 9000 habitants. Ils ont voté à 72% pour François Hollande. C'est une cité ouvrière, elle est touchée de plein fouet par la crise. Plus de 20% est au chômage. Et regardez, la déception est à la hauteur des espoirs.
À Gonfreville-Lorcher, cité ouvrière de la banlieue du Havre, un an après l'élection de François Hollande, la désillusion est totale. Oui, j'ai voté pour lui. Ça sera à refaire, je le ferai pas. Mais une qui monte en flèche, j'ai bien le FN. Marine Le Pen, et je pense qu'elle va monter. Et je serai pour elle. Il faut qu'il y ait un changement de toute façon. Oui, Marine Le Pen, c'est très bien. Il faut bouger pour faire bouger justement Hollande, pour qu'il se mette à gauche. Parce que là, il n'est pas à gauche. On devrait changer le président. Vous voteriez pour qui là? Mélenchon, quoi. Un rejet de François Hollande et une radicalisation des habitants, observée et même comprise par le maire de cette ville, communiste, depuis plus de 60 ans. Il y a un sentiment de dire, par la voie normale, par la voie démocratique, ça suffit pas. Le gouvernement a des actes contraires à ses promesses. Et il faut qu'à un moment donné, le peuple dise ça suffit, radicalise sa position pour dire maintenant on veut des actes conformes aux promesses. À l'origine de ce désenchantement, une politique économique et fiscale non comprise par de nombreux salariés. La loi sur les heures supplémentaires, par exemple. Par exemple, prenons un couple d'ouvriers, un couple qui travaille, qui s'est toujours démené pour se lever le matin et puis aller au travail. On continue à augmenter leurs impôts, on continue à augmenter leurs taxes. Et dès qu'il s'agit d'avoir une aide, il n'y a plus personne. Il ferait mieux de s'occuper de tout ce qui est la merde dans la France avant de s'occuper des mariages gays. Et puis, il y a aussi ces promesses non tenues, les fermetures de Florange et de Petroplus, vécues dans ce bassin industriel comme une véritable trahison. On leur a fait croire que il y avait espoir, alors qu'en fait, il n'y avait rien de... Il ne s'est rien passé, quoi. On les amenait en bateau en leur disant qu'il y avait peut-être des repreneurs. À chaque fois, les repreneurs arrivaient, à chaque fois, on les sabrait, quoi. Face à ces promesses non tenues, beaucoup ne croient pas aujourd'hui à celle de l'inversion de la courbe du chômage avant la fin de l'année. Souhait pourtant le plus cher à Gonfreville-Lorcher, où plus de 20% de la population est sans emploi. Voilà, le désespoir, la désillusion, le désenchantement. Comment vous y répondez un an après? Vous avez donné trop d'espoir, vous avez trompé les Français? Non, la campagne de François Hollande était une campagne de vérité. Il n'a justement pas fait ce qui a pu être fait jadis, c'est-à-dire laisser ouvertes les vannes du rêve, même s'il y a un rêve français. Ce rêve, c'est celui d'une France plus forte, plus juste, plus performante, plus souple, d'une France plus compétitive. Mais en même temps, il savait, et nous savons, que la crise est là, que la réduction des déficits s'impose à nous, que l'endettement est une plaie pour la France, qu'un pays qui s'endette, c'est un pays qui s'appauvrit, c'est un pays où on ne peut pas agir pour l'éducation nationale, pour la sécurité, pour l'emploi, pour l'économie. Nous savions tout ça, et nous savions aussi qu'il fallait réparer tout ce que la droite avait détruit, la dette publique qui explose, les déficits qui sont trop élevés. Je dis ça pourquoi? Parce que je pense à ces électeurs-là, je les connais encore une fois, ils ressemblent aux miens, qui n'ont pas voté d'ailleurs à 72% pour François Hollande, mais je veux qu'ils sachent qu'à aucun moment ils ne sont oubliés de nos préoccupations, que la justice que nous mettons en œuvre, je pense à la politique que j'ai décrite tout à l'heure pour le pouvoir d'achat, ou encore la politique fiscale, c'est ce qui anime, ce qui guide nos pas, et que l'inversion de la courbe du chômage, je le répète, c'est ce qui mobilise le gouvernement complètement autour d'une politique qui est une politique à la fois de compétitivité et d'encouragement à la création d'emplois. Alors voilà, ça prend du temps, c'est vrai, mais en même temps, non, nous n'avons pas oublié cette France qui souffre. Et nous ne voulons d'ailleurs pas jouer de sa souffrance, nous voulons lui offrir un espoir et des perspectives. Vous jouez de sa souffrance? Non, mais pas du tout. Mais vous savez, les Français, ils ont du bon sens. Bon, qu'est-ce qu'ils voient? Parce que s'ils voient que vous menez exactement la même politique que le gouvernement précédent. Vous êtes soumis aux mêmes diktats, vous êtes soumis aux mêmes interdictions édictées par l'Union européenne que vous avez contribué à construire, hein, évidemment, parce que vous avez été ministre des Affaires européennes, vice-président du Parlement européen, négociateur français pour le traité de Lisbonne, etc., etc. Bon, par conséquent, votre responsabilité, alors là, c'est 1000%. Bon, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient que la politique d'austérité, ça consiste à augmenter les impôts. Augmenter les impôts, ça fait baisser le pouvoir d'achat. La baisse des pouvoirs d'achat entraîne la baisse de la croissance. La baisse de la croissance entraîne évidemment la baisse des recettes pour l'État, et donc l'augmentation des déficits, et donc l'augmentation de la dette, et donc l'augmentation des impôts, la baisse du pouvoir d'achat. Et ça s'appelle un cercle vicieux. Quelle est votre solution? Ils voient, mais je vais vous la donner, monsieur, Merci. vous la connaissez bien, elle est radicalement différente de la vôtre. Ils voient que vous ne vous attaquez pas au véritable problème. Il y a 3 problèmes essentiels: le libre-échange, l'immigration et l'euro.
Bon, pourquoi l'immigration? Parce que l'immigration crée une concurrence sur le marché du travail. Or, nous avons 8 millions de personnes en France qui ne travaillent pas autant qu'ils l'aimeraient. Et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Et parce que ça sert l'immigration à peser à la baisse sur les salaires et donc, par définition, à atteindre le pouvoir d'achat. Ça ne date pas d'hier, ça date des années 70. Et tous les gouvernements de droite et de gauche ont usé de l'immigration pour cela. Le libre-échange, eh bien, ils se rendent compte que 500 000 emplois industriels ont été perdus en 5 ans, que ça va continuer, parce que eux, ils sont ouvriers, ils sont salariés. Ils voient bien qu'ils sont en concurrence avec des gens qui n'ont pas les mêmes normes. Les agriculteurs le voient, les ouvriers le voient, les mêmes normes sociales, les mêmes normes environnementales, qu'ils ne sont pas payés avec les mêmes charges, et que vous avez organisé un dumping social, non seulement d'ailleurs de la part de pays étrangers à l'Union européenne, mais même au sein de l'Union européenne. Alors, réponse, Pierre Moscovici. Il y a aujourd'hui, je crois, 40 000 emplois qui vont être perdus dans le BTP à cause de ça. On parlera de l'euro ensuite, puisque évidemment, c'est la suite. Je veux d'abord dire une chose que j'assume complètement, puisque je fais un débat avec Mme Le Pen. Moi, je suis un Européen. Je suis un Européen engagé. Je l'ai toujours été. Je le reste. Et je pense en effet que l'Europe doit être la solution. Mais là où je m'écarte de vous, c'est sur l'idée que nous serions en train de mener la même politique que les autres. Non, nous ne menons pas une politique d'austérité. Nous menons une politique sérieuse. Une politique sérieuse, et ce que vous proposez n'est pas sérieux. C'est justement de l'illusion. Les déficits publics ne sont pas une invention. Les déficits publics, on ne peut pas les laisser filer. La dette publique, c'est ce qui pèse aujourd'hui comme étant pratiquement le premier budget de l'État. Et moi, je dis qu'un euro de dette en plus, c'est un euro improductif, c'est un euro qui ne sert à rien, ni au service public, ni à l'économie, et donc qu'il faut réduire le déficit. Oui, mais en refusant l'austérité. L'austérité, ce serait d'accepter, en effet, d'être uniquement soumis à des chiffres, par exemple 3% en 2013. Nous ne le faisons pas, nous ne le ferons pas, parce que nous voulons soutenir la croissance, parce que nous souhaitons une Europe qui, à la fois, soit sérieuse, mais pas austère. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'au fond, il y a 3 remèdes que vous proposez. J'espère qu'on va en parler un peu profondément. C'est-à-dire arrêter toute forme d'immigration, la France fermée. Deuxièmement, c'est mettre fin à l'euro. Et c'est troisièmement, le protectionnisme. Et je dis que, d'une part, faisant ça, vous ignorez complètement comment fonctionne aujourd'hui l'économie mondiale. Nous sommes un pays ouvert, nous sommes un pays qui exporte, nous sommes un pays qui importe, nous sommes un pays qui ne supporterait pas le protectionnisme. Quant à la fin de l'euro, j'aimerais bien qu'on discute ensemble des conséquences que cela aurait. Oui, et moi, je vous dis ici que non, ce ne serait pas l'apocalypse, parce que l'apocalypse, franchement, c'est trop facile comme argument, mais que ce serait, pour l'économie française, plus qu'un affaiblissement, un effondrement. Et je suis prêt à le démontrer point par point. Si vous voulez sortir la France de l'euro, vous allez plonger la France dans la catalepsie, la faire régresser, l'affaiblir et la faire carrément disparaître des radars économiques. C'est moi qui surfe sur la peur. Lourde. C'est vous qui surfez sur la peur, monsieur. Non, je ne surfe pas sur une peur. Je voudrais que vous m'expliquiez. Elle va nous l'expliquer. On peut sortir l'euro et moi je vous dirai pourquoi c'est une catastrophe. D'abord, je voudrais quand même vous montrer, parce que vous parlez d'isolement. Ça, c'est l'argument classique. Ah oui, on va être isolé, on va être isolé. Bon, d'abord, je voudrais vous montrer cette carte. Elle est très intéressante. C'est la carte de la croissance mondiale. Voilà. Vous voyez en bleu, il y a l'Union européenne et l'Iran. C'est-à-dire que la situation économique de notre pays est celle d'un pays qui subit un blocus. Voilà les conséquences quand même de la construction européenne. Vous croyez que l'Europe subit un blocus? Alors, laissez parler Marine Le Pen, continuons. Nous sommes dans la situation, la zone euro est dans la situation d'un pays qui vit un blocus. C'est-à-dire le seul pays qui est équivalent, c'est l'Iran. Bon, alors, ça c'est la première chose. Tout le reste du monde est en croissance. Alors parlons-en. Est-ce qu'il ne faut pas être en relation avec ce reste du monde? Nous sommes donc isolés, puisque le reste du monde est en croissance, et nous ne le sommes pas. Parce que nos frontières sont ouvertes à tous les vents. Sauf que, madame, le protectionnisme s'applique partout. Et c'est ça que M. Moscovici ne veut pas dire. Il s'applique aux États-Unis, il y a des droits de douane, il s'applique au Brésil, en Argentine, en Russie, en Chine, au Japon, en Corée du Sud. Alors c'est soit par l'intermédiaire d'un avantage qui est donné aux PME, PMI dans l'accès au marché public. Tous les pays le font. Nous n'avons pas le droit de le faire, l'Union européenne nous l'interdit. C'est par l'intermédiaire de droits de douane qui sont mis pour protéger certains secteurs. C'est le cas dans beaucoup de pays.
pays dans le monde, mais nous, l'Union européenne, nous l'interdit. Nous devons être nus dans les vents violents et mauvais de la mondialisation, et on nous explique qu'il faut être compétitif. Je répète que je ne vois pas comment est-ce qu'on peut être compétitif, Monsieur Moscovici, quand on est en concurrence avec des salariés du Bangladesh. Alors, réponse c'est peut-être payé $50 par mois et vivre dans des cahutes, si vous voulez. Moi, je ne vois pas quoi dire d'autres Français, parce que je ne suis pas Merlin l'Enchanteur, mais vous, oui, manifestement. D'abord, non, vous n'ignorez pas que la France fait partie d'une organisation qui aujourd'hui couvre l'ensemble de la planète, qui s'appelle l'OMC. Et alors, l'Organisation mondiale du commerce. L'Organisation mondiale du commerce, et que les accords à l'OMC sont des accords qui supposent une forme de réciprocité pour laquelle nous nous battons. Moi, je ne dis pas que l'Europe ne doit pas se protéger. Je dis que le protectionnisme n'est pas la solution. Qu'est-ce que ce serait le protectionnisme? Ça consisterait à dire, voilà, nous nous enfermons derrière les frontières, nous combattons les importations et nous dopons nos exportations. Et de surcroît, si ça s'accompagnait de la sortie de l'euro, pour laquelle vous militez, et pour laquelle, encore une fois, je souhaite que nous parlions, nous aurions, par exemple, une dévaluation de ce qui resterait, du franc, de l'ordre de 25 à 30%, qui renchérirait les importations. Qu'est-ce que ça signifierait? Par exemple, je vais prendre un exemple. Ça signifierait le sans-plomb en quelques jours à 2 €. C'est insupportable. Vous savez, ce qui fait qu'une économie fonctionne, la croissance, c'est quand les entreprises sont performantes. Et ce qui nous permettra d'affronter des économies qui ont des salaires beaucoup plus bas, c'est d'être plus innovants, c'est d'être capable de rechercher plus, c'est d'être capable d'offrir des produits qui, sur le marché mondial, sont des produits attractifs. Et donc, moi, je suis en train de vous dire qu'en effet, je suis favorable à une économie ouverte. Et je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple supplémentaire. J'étais avec le président de la République en Chine. Et en Chine, nous avons d'une part voulu accompagner des entreprises, des PME notamment, pour pénétrer les marchés chinois. Et nous avons aussi dit qu'il fallait des investissements directs en France. Mais je vais vous donner 2 chiffres. Le premier, 33% des emplois industriels viennent d'investissements étrangers en France. 25% de nos exportations industrielles viennent d'investissements étrangers en France. Et vous voudriez, vous, que nous nous réfugierions derrière des sortes de murs? Je dis que ça, c'est une politique de gribouille. Bon, monsieur, d'abord, je suis en train de vous dire que je veux que nous appliquions, nous, les mêmes protections qu'appliquent d'autres pays. C'est donc une réciprocité. Aujourd'hui, il n'y a pas de réciprocité. Ils appliquent des limitations à nos importations, mais nous n'appliquons pas de limitations à leurs importations. Et ça pose un problème. L'OMC, vous me parlez de l'OMC comme si l'OMC interdisait. Vous savez bien que l'OMC ne l'interdit pas, parce que l'OMC autorise à instaurer des droits de douane jusqu'à 50% pour les produits agricoles. Nos agriculteurs seraient bien heureux de ne pas se retrouver confrontés à la concurrence déloyale de produits qui sont fabriqués sans aucune norme sanitaire et qui arrivent avec des coûts horaires qui évidemment font que nous ne pouvons pas être en compétition avec eux sans cette protection douanière. Et jusqu'à 35% l'OMC accepte pour les produits non agricoles. Et c'est d'ailleurs pour ça que tous les pays dont je vous ai parlé, en l'occurrence, eh bien, ils utilisent ces protections. Ils se réarment dans la mondialisation. Ils ne sont pas naïfs face à cela. Vous nous avez vendu ce débat, M. Moscovici, au moment où il a fallu ouvrir les frontières aux textiles chinois. Vous avez dit, mais oui, mais nous, on fait du luxe, nous, on a un savoir-faire. Nous, on va faire du luxe et eux, ils vont faire des babouches. Ben non, ils font du luxe aussi bien que nous, figurez-vous. Ah non. Parce que, non, mais vous inquiétez pas. Ah si, si on leur transfère la technologie, monsieur Moscovici, si on leur explique exactement comment il faut faire ce que l'on est en train de faire de manière folle depuis des années, ils font aussi bien et évidemment moins cher que nous. Est-ce qu'on ne se priverait pas de l'emploi industriel dont parlait Pierre Moscovici en fermant nos frontières? Mais en aucun cas, comment faisions-nous avant, lorsque nous avions des frontières? Le commerce ne nécessite pas d'avoir, encore une fois, les portes grandes ouvertes. Il faut mettre des droits de douane intelligemment, presque chirurgicalement. C'est ainsi que les États-Unis, par exemple, ont mis des droits de douane sur les importations de pneus chinois pour préserver leur secteur économique. Voilà. Alors, nous par exemple, décidons sur lesquels il faudrait le faire, concrètement au niveau européen, bien sûr, pas français. Mais français, au niveau français, seulement. Mais oui, je vais vous expliquer. Alors, par exemple, sur lesquels, je vais vous expliquer pourquoi. Les fruits et légumes, par exemple, qui sont le porc en Allemagne. Vous voyez, l'Allemagne utilise des salariés à très bas coût, entre 400 et 500 € par mois, pour faire à l'intérieur de l'Union européenne du dumping social. Eh bien, qu'est-ce que l'on dit? On dit, écoutez, non, là, vous faites, ça c'est du dumping social, par conséquent, nous mettons en œuvre un droit de douane parce que vous ne respectez pas, dans ce domaine particulier, les règles d'une concurrence
loyal. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on doit faire ça? Ça a toujours été comme ça. Il ne suffit pas, comme ça, d'enfiler des formules, d'ailleurs totalement imprécises, pour dire des vérités. Et je vais vous reprendre sur un certain nombre de points. D'abord, le niveau mondial des droits de douane moyen, il n'est pas de 35%, il n'est pas de 5%, il est inférieur à 4%. Deuxième chose, s'agissant de la politique... C'était l'autorisation par l'OMC, mais l'autorisation, dès lors que les droits de douane effectifs... C'est quand Mme Le Pen dit qu'on peut faire 50% et qu'en pratique on fait moins de 4%, il y a quand même une différence qui est très sévère. Deuxième chose, sur l'agriculture. Ben moi, je suis très fier qu'on ait une politique agricole commune. Mais vous savez, dans les enceintes dites de l'OMC, dans les négociations commerciales internationales, on nous dit à chaque fois, c'est protectionniste. Et en effet, nous avons une agriculture qui est soutenue, une agriculture qui est défendue, une agriculture qui, à certains égards, est subventionnée. Et nous nous battons. C'est ce qu'a fait le président de la République pour la politique agricole commune. Et avec notre argent. Mais c'est l'argent de tous. Non, c'est notre argent. Mais les paysans savent très bien que sans l'Europe et sans la PAC, il n'y aurait plus d'agriculture en Europe, alors qu'au contraire, nous avons développé... Et la troisième chose que je voulais dire, c'est, encore une fois, on est en plein dans l'illusion, Madame Le Pen. Ce qui fait que les Chinois fonctionnent aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont commercialement agressifs, c'est parce qu'ils sont innovants, c'est parce qu'ils sont performants, c'est pas parce qu'il y a des droits de douane. Et vous savez, vous parliez du luxe, je viens de Chine et de Hong Kong. Franchement, s'il y a un secteur qui se porte encore très bien dans l'économie française et dont on doit être fier, c'est celui-là. Pourquoi? Parce que quand on innove et qu'on a des produits qui sont des produits qui correspondent à la demande, et il y a notamment une consommation qui se développe, y compris en Chine, alors ça fonctionne. Et donc, mon remède, c'est l'innovation. Celui de François Hollande, c'est une économie alors, plus forte. Le Pen. Vous voulez simplement une économie qui soit fermée et donc plus faible. Mais je ne veux pas d'économie fermée, monsieur. Je veux que nous réarmions dans la mondialisation. Encore une fois, arrêtez. Mais non, monsieur, alors, je l'ai dit, il faut arrêter le libre-échange. C'est pour ça que vos électeurs fuient, car eux, ils vivent le libre-échange tous les jours. Mais vous leur laissez croire que ce serait une solution, alors que c'est un mensonge. Ils vivent la désindustrialisation, ils vivent les délocalisations de la part d'entreprises qui vont chercher ailleurs des employés à bas coût dans une espèce de course à l'esclavagisme qui devrait vous faire honte, monsieur Moscovici. Alors, écoutez, ne me faites pas ce numéro-là. Mais si, je vous le fais. Parce que la désindustrialisation, la délocalisation, je la connais aussi. Et ce qui fait qu'on va produire en France le Made in France pour lequel nous nous battons, c'est encore une fois parce que nous serons meilleurs que les autres, plus innovants, que nous aurons des entreprises qui sont plus performantes. C'est le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est la politique que nous menons pour investir en France avec la BPI. Et c'est pas des pistons, c'est pas des tuyaux, c'est l'économie, ce sont les entreprises. Vous les ignorez. Vous voulez simplement fermer des frontières, ériger des murs. Ce n'est pas une solution. Sortir de l'euro serait une solution, puisque c'est quand même un de vos mots d'ordre très importants. C'est là-dessus que vous proposez aussi une solution radicale. Pierre Moscovici disait dévaluation et appauvrissement finalement des Français très rapidement, renchérissement des produits, renchérissement de la dette. Oui, d'accord. Alors écoutez, l'euro a démontré son inaptitude totale. L'euro est une véritable catastrophe. Ça fait 10 ans que l'euro est en place. Ça fait 10 ans que la zone euro a une croissance nulle, la plus mauvaise du monde. Bon, aujourd'hui, tout le monde est conscient qu'il faut, avec nos partenaires européens, envisager le retour aux monnaies nationales et l'organiser. Pas attendre que ça nous saute au visage. L'euro, qu'est-ce que ça a comme conséquence? D'abord, ça a entraîné une augmentation des prix spectaculaire. Et on a beau essayer de maquiller ça par les chiffres, les Français, ils ont bien vu le prix du caddie. Bon, deuxièmement... Si on sort de l'euro, il n'y aura pas d'inflation. Le sauvetage de l'euro. On ne cesse de sauver l'euro. D'ailleurs, M. Moscovici, qui est très compétent, il donne des leçons de compétences économiques à tout le monde, mais vous vous êtes beaucoup trompé aussi, M. Moscovici. Hein. Par exemple excusez-moi, vous nous avez expliqué qu'à Chypre, il n'y aurait pas de contagion de la crise, c'est la Slovénie qui est en train de tomber. Vous nous avez expliqué qu'on allait avoir 1,7, puis 0,8 de croissance. On a eu 0 de croissance en 2012, comme d'ailleurs je l'avais prévu, pardon, et on en aura probablement moins 0,1 à moins 0,3 en 2013. Donc toutes vos prévisions sont fausses, et elles seront fausses, et c'est bien grave, parce que c'est encore de l'austérité supplémentaire qu'il va falloir que vous mettiez en œuvre pour arriver à obéir aux injonctions de l'Union européenne. Le sauvetage de l'euro, ça nous a déjà coûté 70 milliards d'augmentation de l'endettement. Hein. Et je compte pas le droit de tirage de 31 milliards, le chèque que vous avez fait à Mme Lagarde, patronne du FMI, M. Moscovici, puisque c'est vous. De quoi parlez-vous on va y venir.
vous vous êtes engagé au nom de la France à abonder à hauteur de 31 milliards le FMI, oui ou non? Pour vous, il faut le lâcher. Pour vous, il faut sortir de la zone euro et donc laisser un certain nombre de pays en difficulté. Mais, encore une fois, on voit bien que l'euro est un échec. Moi, je comprends que l'UMP et le PS n'aient pas envie de le dire. Parce que le dire, eh bien, c'est revenir à cet extraordinaire slogan et en même temps qui fend le cœur de la jeunesse chypriote. Vos erreurs, notre futur. Voilà, l'euro a été une erreur majeure. Il ne sera pas sauvé. Et contrairement à ce que vous dites, Monsieur Moscovici, c'est trop facile de dire c'est une folie de revenir aux monnaies nationales. Il y a plus de 35 économistes qui constatent que l'euro n'est pas viable. Il y a 6 prix Nobel d'économie qui constatent que l'euro n'est pas viable. Et M. Sapir a fait une étude sur le retour aux monnaies nationales. Et qui ne vote pas pour le Front National. Non, qui vote plutôt pour Jean-Luc Permettez que je revienne sur un certain nombre de points. Et il s'avère que l'ensemble des oppositions qui sont portées au retour aux monnaies nationales sont fausses, toutes sans exception. Alors d'abord, les Français savent ce que l'euro leur a apporté, c'est-à-dire la stabilité, la protection et notamment le fait de pouvoir payer à la fois leurs dettes et les investissements des entreprises à des taux d'intérêt exceptionnellement bas. Je ne suis pas de ceux qui disent que la zone euro va bien, mais ce n'est pas pour la raison qu'a dit Mme Le Pen, c'est parce qu'au contraire, tous ces pays, tous nos pays étaient drogués depuis des décennies à l'endettement. C'est parce que nos systèmes bancaires étaient défaillants. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est pas défaire l'euro, c'est le faire. C'est le construire, c'est faire en sorte effectivement de répondre pays par pays aux crises qui existent, c'est faire aussi en sorte de trouver des solutions structurelles, comme par exemple une supervision commune des banques, comme la garantie des dépôts, comme des solutions quand des banques font faillite. C'est ce à quoi je m'emploie, c'est ce à quoi nous nous employons. Alors, la deuxième chose... C'est de la dentelle et Mme Le Pen veut un coup radical, vous savez, les Français, là, pour le coup... Les Français, pour le coup, qui nous regardent, savent ce que l'euro apporte. Et d'ailleurs, on parle d'enquête d'opinion de manière très robuste. Ils sont favorables à l'euro. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la sortie de la zone euro serait une catastrophe. Je vais vous montrer en quoi. Demain, à Dieu ne plaise, vous êtes aux responsabilités et vous décidez tout seul, parce que personne d'autre ne le veut, que la France sort de la zone euro. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, effondrement du système bancaire. Parce que nous avons des participations croisées dans toutes les banques, parce que notre dette était mise en euros, et il n'y aura pas un Lehman Brothers, il y en aura 10. Et il y aura des centaines de milliers d'emplois qui seront concernés là. Deuxième chose, que se passe-t-il? Ce qui se passe, c'est que l'euro continue à exister, c'est que les marchés continuent à exister, c'est que le crédit de la France s'effondre, c'est que nos taux d'intérêt, se mettent à monter de façon terrible. Et quand il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'investissement. Quand il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas d'emploi. Voilà la réalité. Et troisième chose, nous serions dans une situation de finances publiques dès lors absolument dramatique. Et les retraites, vous parlez des retraités, les salaires des fonctionnaires, l'indemnisation du chômage, tout ce qui fait que nous avons un système social qui fonctionne, eh bien, ce serait détruit. Et moi, je dis que votre politique, c'est la politique du Père Noël, que vous vendez des illusions, que c'est un effondrement qui attendrait l'économie française, et que ce que nous devons faire, c'est consolider l'euro, pas le défaire. Et votre politique est une politique que je considère comme singulièrement démagogique. Vous voulez surfer sur des souffrances, vous voulez surfer sur des peurs, toujours les mêmes, vous voulez fermer les choses, alors que ce que nous devons faire, c'est plutôt réorienter l'Europe, la construire, c'est ce à quoi nous nous employons, c'est ce que fait François Hollande, quand notamment il mène avec l'Allemagne un dialogue qui est ferme et amical. Et une confrontation ferme et amicale. Un dialogue ferme et amical. Ça vous plaît cette phrase? 27% de chômage. Vous croyez que la Grèce, estimation 2014, 190% de déficit. La croissance du PIB, moins 25% depuis 2008. Il renvoie l'Allemagne, 5,4%. Est-ce que c'est la faute de l'euro? Comment pouvez-vous le démontrer? Et pourquoi ces peuples ont-ils choisi d'y rester? Pourquoi se battent-ils pour ça? Les Espagnols et les Grecs qui nous ont demandé de les aider à tel point. Parce que vous leur avez dit, si jamais vous n'acceptez pas de vous faire tordre, vous et votre peuple, ce qui est une véritable honte, nous arrêterons de vous aider et nous vous jetterons dans l'apocalypse. C'est pas ce que je veux faire, moi. Moi, je veux organiser ce retour aux monnaies nationales. C'est la catastrophe. C'est aujourd'hui, Monsieur Moscovici. Alors, comment ça se passe? Comment ça se passe, Marine Le Pen? Comment ça se passe, le retour? Alors, vous me dites, la dette va exploser. J'entendais la même chose de Monsieur Sarkozy. Il disait, ça va tripler la dette. On ne sait pas d'où ça sortait, ce chiffre d'ailleurs, mais c'est pas grave. Mais elle va coûter plus cher, puisqu'il y a une dévaluation après.
priori. Mais dites-moi, madame, monsieur Moscovici, quand vous dites l'euro est trop fort, vous comptez faire quoi? Quand je dis l'euro est trop fort, est-ce que j'ai dit que l'euro était trop fort? Ah oui, vous avez dit l'euro est fort, j'ai pas dit ça. Non, j'ai dit que l'euro était une construction trop faible et que je voulais renforcer l'euro. C'est cela que je dis. Et puisque vous parliez tout à l'heure... L'euro est peut-être trop fort. Vous parliez tout à l'heure de Chypre. Alors, je vais y venir. qu'est-ce qu'on fait? Une seconde sur Chypre et puis je viens à l'euro trop fort. D'accord. Alors, sur Chypre, d'abord, il y a une chose que vous ne devriez pas faire. C'est comme ça, faire comme si cette économie, qui est une économie casino, qui repose sur un système bancaire hypertrophié, avec des rémunérations des dépôts complètement dingues, avec des non-résidents qui ne sont pas tous, croyez-le, des smicards chypriotes dans leur banque, était un modèle. Il fallait changer ça. Personne ne doit jouer sur la spéculation. Deuxième chose, par rapport à ça, il faut savoir quand ça se passait. C'était avant le G20 de Moscou, où je suis allé, comme ministre de l'économie et des finances. J'ai fait cette déclaration, et il y a eu à ce moment-là une déclaration à mon initiative, à l'initiative de la France, et du G8, les principaux pays de la planète, et du G20, qui a dit qu'il fallait absolument que nous agissions ensemble pour que les fondamentaux retrouvent leur place, c'est-à-dire pour que nos monnaies s'ajustent. Et depuis, cela a été le cas. Par conséquent, monsieur, si vous êtes en train de nous dire... pas tout, non mais écoutez, Madame Le Pen. Vous dites que l'euro est fort, ça veut dire que vous aimeriez que l'euro se déprécie ou se dévalue. Voilà, dites pas. Non, pas du tout. De quoi alors? Je vais vous dire ce que je voudrais. De quoi alors? J'ai dit ça à une époque où il y avait une politique agressive de la part de la Banque centrale du Japon, et je souhaitais que cela cesse. Mais ce sera toujours comme ça, monsieur. Madame Le Pen. Les États-Unis et la Chine font des dévaluations compétitives parce qu'ils savent bien que nous... Quel type de franc voulez-vous? Moi, je vais vous dire. Je poursuis sur mon scénario. C'est-à-dire le vôtre. Vous revenez aux responsabilités. Pardonnez-moi. Laissez-moi exposer le mien. Vous revenez aux responsabilités. Le vôtre. Et vous êtes, si je comprends bien, pour un franc qui n'est pas trop fort. Et bien, si vous avez un franc qui est très faible, on retombe sur ce que j'ai dit tout à l'heure, des importations dont le coût explose parce que notre économie est ouverte et les mêmes déficitaires en termes de commerce extérieur. C'est une politique de gribouille. Vous allez encore une fois faire en sorte que notre économie s'appauvrisse, que les Français ne gagnent rien. Voilà ce que vous voulez faire. Vous changez d'avis, c'est ennuyeux. Nous sommes attentifs à cette question, j'évolue avec la situation, etc. Et on nous dit qu'une hausse de 10 centimes d'euros, c'est 1 milliard de chiffre d'affaires en moins pour EADS. Bon, ça c'était dans les déclarations. Ça veut donc dire qu'on espérait que l'euro baisse. Or, s'il baisse, c'est soit une dévaluation, soit une dépréciation. Par conséquent, on retombe sur l'argument utilisé contre moi, mais qui ne vaut pas pour vous, manifestement, en disant « Ah oui, mais ça va surenchérir épouvantablement, par exemple, le pétrole. Oh là là, on va plus pouvoir, ça va être 2 euros le litre de pétrole. » Bon, mais ça n'est pas vrai. D'abord parce que moi, je compte baisser de 20% les taxes sur le pétrole. Vous savez que l'immense majorité du prix du pétrole, ce sont des taxes. Or, monsieur Moscovici, en 2000, quand l'euro valait 0,80 $, eh bien, le prix de l'essence était inférieur et même très inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez donc bien qu'il n'y a pas d'effet automatique. De la même manière que la dette, on nous a dit, si on revient, puisque vous savez que si on revient à une monnaie nationale, c'est à équivalent, c'est-à-dire un nouveau franc, puisque le franc s'appellerait franc, mais c'est un nouveau franc égal 1 euro. Ça ne va pas augmenter considérablement la dette, contrairement à ce qui a été dit, pour une raison simple, c'est que 85% de la dette, ce sont des contrats de droit français. Par conséquent, ça ne changera strictement rien. C'est vraiment... Permettez-moi de terminer sur l'épargne des retraités. On va finir sur ce thème. L'épargne des retraités, il va lui arriver exactement ce qui est arrivé à Chypre. Puisqu'aujourd'hui, chacun admet, et même le président chypriote l'a dénoncé, que Chypre a servi de cobaye à ce que vous ferez demain pour pouvoir sauver votre monnaie que vous aimez tant, l'euro, et qui fait tant de mal. Eh bien, vous irez taper dans les dépôts et donc dans l'épargne des Français, comme vous avez tapé dans l'épargne des Chypriotes et peut-être demain dans l'épargne slovène. Il nous reste 5 minutes, on va conclure sur ce thème et je voudrais qu'on parle d'immigration. Je crois que je suis un petit peu en retard, donc je peux dire deux choses là-dessus. D'abord, sur la dette. C'est vrai que c'est un contrat de droit français, mais c'était mis en euros. Et donc je maintiens tout à fait. Mis en nouveau franc. Je maintiens tout à fait. Mais vous ne pouvez pas comme ça renégocier des contrats. Ça existera. L'euro en droit international, monsieur, c'est exactement ce qui se passe. Je vous dis, Madame Le Pen, qu'effectivement la dette exploserait à ce moment-là et que nous devons absolument prohiber cela. Deuxième chose, sur Chypre, encore une fois, il faut connaître la position française. Nous avons toujours été opposés à ce qu'on touche les dépôts inférieurs à 100 000 euros, et c'est ce qui s'est finalement fait. Et comparer la Chypre à la France, c'est vraiment d'une démagogie absolument invraisemblable. Enfin, troisième
même chose. Voilà, La dévaluation, non, attendez, la dévaluation que j'évoquais, c'est pas une dévaluation de quelques fractions, Vous comme avez on peut dit 25 à l'envisager. 30%. C'est 25 à 30%, parce que dès lors que la monnaie s'effondrerait, et je dis qu'à ce moment-là, parfois de 20%. je dis même si vous voulez 20%, moi ça m'est égal. Je dis qu'effectivement à ce moment-là, vous aurez des ordinateurs plus chers, Internet plus cher, vous aurez tout ce qui est importé plus cher, vous aurez surtout l'essence beaucoup plus chère, et vous aurez pour le panier des ménages là quelque chose qui ferait en sorte que leur consommation serait touchée. Illusion, démagogie, inexactitude, imprécision. Vous avez parlé de 3 thèmes. Que le problème de l'euro-fort, c'est un problème de finissons sur ce thème. Il nous reste 5 minutes. Mais je ne dis pas. Marine Le Pen. Nous travaillons sur la compétitivité vraie. Marine Le Pen, vous avez parlé de l'immigration. Je voudrais qu'on y revienne pour finir. Vous vous trompez. Non, merci à tous les deux. Vous avez remarqué en Europe que ce débat est en train de monter de manière spectaculaire. Alors justement là-dessus, vous l'avez remarqué quand même. Justement, c'est vrai qu'avec le populisme, les choses montent. C'est vrai qu'avec le la jeu, remise en cause du système établi. Le jeu sur les souffrances, le jeu sur les peurs, les solutions illusoires à la Père Noël, celles que vous faites, c'est vous qui faites du catastrophisme. C'est cela qui fait monter cette inquiétude. Vous êtes quelqu'un qui sème l'inquiétude. Vous vivez de l'inquiétude, vous vivez de la peur, alors que la France est une société ouverte, c'est une grande économie. Vous devriez avoir confiance en elle et non pas tâcher comme ça de saper le moral des Français. C'est en vous que j'ai pas confiance. C'est pas en la France. En la France, j'ai confiance. Allons. Bah oui, elle n'a pas confiance en vous. Alors, vous avez confiance dans la France, Marine Le Pen. Vous plus tellement, manifestement. Marine Le Pen, vous avez confiance en la France. François Hollande a été élu président de la République. La et nous France, sommes là. elle a intégré un certain nombre de générations. C'est bien, bravo. Mais les Français là-dedans, dans quelle situation sont-ils? Marine Le Pen. Les Français, ils attendent que la politique suive. J'ai bien compris que l'objectif, c'est être réélu. D'ailleurs, c'est le seul objectif de la classe politique française depuis 30 ans, être réélu. Les Français ont besoin d'un cap. D'ailleurs, M. Hollande l'a dit, lorsqu'il était à l'émission de télévision. Il a dit, il faut que Mme Merkel comprenne que l'austérité, il faut que ça s'arrête. Non pas parce que ça entraîne la ruine, parce que les Français n'arrivent pas à boucler les fins de mois. Non, il a dit, parce que ça rend les gouvernements impopulaires. Parce qu'on ne va pas être réélu. Alors ça, c'est grave. On a un président, pardon. Vous arrivez en deuxième. Dans notre sondage, vous arrivez en deuxième. Ça vous donne des responsabilités. Ça vous donne éventuellement une situation de crédibilité. Vous arrivez dans une situation de pouvoir. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez dit l'immigration, c'est un danger. L'immigration, c'est impossible. François Hollande, depuis un an, et avec Manuel Valls et avec les tenants de la gauche réaliste, on dit aussi l'immigration en temps de crise, c'est pas si simple. Il faut y réfléchir pendant la campagne. Ah oui, pendant la campagne. Emmanuel Valls l'a répété pendant la dernière année. Donc pour vous, rien n'a changé? Pour vous, depuis un an. Excusez-moi, moi je regarde ce que M. Valls a dit. M. Valls a dit, je ferai la même politique d'immigration que Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire 200 000 entrées légales par an. 200 000 par an. Sans compter les clandestins, parce qu'on n'a pas parlé du problème des Roms, mais c'est un problème qui est considérable. Et M. Valls s'en rend compte, sauf qu'il n'a pas les moyens. Car à chaque fois, c'est pareil. C'est l'impuissance. Ah ben, on ne peut pas faire. Ah ben, Schengen. Ah ben, les frontières sont ouvertes. On est un pays ouvert. Mais on est un pays ouvert. Jusqu'à où? Et jusqu'à quand? Et jusqu'à quel niveau de poids pouvons-nous supporter cela? Vous êtes allé devant un camp de Roms il y a 2 jours, et ils étaient derrière vous. Certains vous ont dit pourquoi vous ne leur avez pas parlé, mais concrètement, vous leur dites du jour au lendemain, vous prenez vos clics et vos claques et vous partez, c'est ça? C'est exactement cela, madame, car ils sont clandestins sur le territoire français, que nous versons des milliards à la Roumanie et à la Bulgarie pour intégrer les Roms, ce que manifestement ils ne font pas, mais surtout je maîtrise à nouveau mes frontières, car c'est bien gentil de jouer les généreux, mais les camps de Roms ne s'installent pas à côté de ceux qui prennent ces décisions, voyez-vous. Ils s'installent dans des endroits qui représentent une gêne très lourde pour nos compatriotes. Bon, le problème, c'est que vous avez vu que l'aide... En janvier 2014, et je terminerai, en janvier 2014, Schengen, normalement, devrait permettre à la Roumanie et à la Bulgarie d'être... Excusez-moi, non, mais attendez, laissez-moi terminer ma phrase. D'être membre... Mais vous allez répondre, Pierre Moscovici, vous allez répondre. D'être membre à part entière de l'Union européenne. Or, il y a en Europe de l'Est 10 à 12 millions de Roms. Il est évident qu'ils pourraient venir, peut-être pas les 12 millions bien sûr, mais un nombre très conséquent, venir s'installer sur le territoire français sans que rien ne puisse être fait pour les en empêcher, parce qu'on a voté l'ouverture de l'Union européenne à la Roumanie et à la Bulgarie. On voit bien au fond ce qui nous sépare, c'est extrêmement net pour le coup. Oui. Vous êtes partisane
d'une société qui se ferme et se referme, d'une société qui se protège, c'est le protectionnisme, d'une société qui rompt avec l'euro et qui donc tourne le dos à l'Europe, et d'une société qui fait en sorte de nourrir ce fantasme de l'immigration. Non, de nourrir les siens. Non, mais attendez, moi, vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais ce que sont mes origines, je sais ce qu'est l'histoire de notre pays. On n'a pas parlé de valeurs. Marine Le Pen, vous laissez finir Pierre Moscovici. Je parle de mes 4 grands-parents étrangers, je parle de mon père qui était apatride quand je suis né et qui est devenu aujourd'hui quelqu'un titulaire de 20 doctorats honoris causa et qui est un des sociologues les plus connus en France. Voilà de quoi je parle. Je parle de ces 50% d'investisseurs dans la Silicon Valley qui sont d'origine étrangère. Et cet après-midi, le président de la République a dit qu'il fallait des visas pour des gens qui étaient capables de créer des entreprises. La France, c'est un grand pays de liberté, d'égalité, de fraternité. C'est un pays qui ne peut pas se refermer. C'est un pays où, en même temps, on ne peut pas faire n'importe quoi en matière d'immigration. Et vous parliez de Manuel Valls et vous parliez des Roms. Franchement, là, vous êtes à côté de la plaque complètement, puisque le ministre de l'Intérieur lui-même a décidé à l'égard des Roms une politique qui est une politique humaine, mais une politique qui est extrêmement ferme, qu'il a supprimé certaines aides, les aides humanitaires, qu'il a réduit les autres, qu'il veut qu'il y ait aussi un accompagnement social, un accompagnement scolaire. C'est ça que nous voulons faire. Mais et c'est une loger dans le logement social. Je souhaite une France qui reste une France ouverte, qui reste une société ouverte, mais qui soit une société qui crée la sécurité pour les siens, qui fasse en sorte qu'en matière d'immigration, on ne fasse pas n'importe quoi. Le président de la République sur ces terrains-là, il est à la fois extrêmement humain, mais en même temps, il a le souci que notre territoire recueille ce dont il a besoin, c'est l'immigration économique, mais qu'en même temps, il y ait aussi une fermeté. C'est la politique qui est conduite par le gouvernement. Vous caricaturez. Et je pense que ceux qui vous auront écouté, qui nous auront écoutés, auront bien compris qu'en réalité, vous jouez sur les peurs, vous ne proposez aucune solution, vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'êtes pas dans la réalité du monde et de l'Europe d'aujourd'hui. Je pense que vous vous trompez profondément et que ce n'est pas la politique dont ce pays a besoin. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci d'avoir participé à ce débat. Vous avez à peine 10 secondes de différence dans les temps. Merci beaucoup. C'est Alain Marchal, bien sûr, qui reprend la main pour continuer à nous dévoiler les résultats du sondage CSA.